Le signe des quatre de Arthur Conan Doyle, partie 3. Chapitre 8. Les francs-tireurs de Baker Street. Et maintenant, demandai-je, Toby s'est trompé ? Il a fait ce qu'on lui demandait, dit Holmes en le faisant descendre du tonneau et en le tirant hors du chantier. Si vous voulez bien réfléchir à la quantité de créosote qui est charriée dans Londres en un jour, il n'y a rien d'étonnant à ce que notre piste ait été coupée. On l'emploie beaucoup maintenant, surtout pour l'après du bois. Le pauvre Toby n'est pas à blâmer. Je suppose qu'il nous faut revenir à la première piste. Oui, heureusement, le chemin n'est pas long. Ce qui a désorienté le chien au coin de Knight's Place, c'est évidemment le fait que deux pistes se croisaient et s'éloignaient dans la direction opposée. Nous avons pris la mauvaise. Il ne nous reste qu'à suivre l'autre. Cela n'offrit pas de difficulté. Revenu à l'endroit où il avait commis son erreur, Toby effectua un large cercle, puis bondit dans une nouvelle direction. « Il faudra veiller à ce qu'il ne nous mène pas à l'endroit d'où vient le tonneau de créosote, observai-je. Oui, j'y ai pensé. Mais remarquez qu'il reste sur le trottoir alors que le tonneau était véhiculé sur la chaussée. Non, Watson, nous sommes sur la bonne piste à présent. » Elle se dirigeait du côté du fleuve, passait à travers Belmont Place et Princess Street. À la fin de Bond Street, elle descendit tout droit jusqu'au bord de l'eau où se trouvait une petite jetée de bois. Toby nous conduisit jusqu'à son extrémité et se tint là, gémissant face à l'eau sombre. « Nous n'avons pas de chance, » dit Holmes. « Ils ont pris un bateau. » Plusieurs barques et légers esquifs se balançaient sur l'eau au bord de la jetée. Nous guidâmes Toby vers chacun d'entre eux, mais ces reniflements vigoureux ne donnèrent aucun résultat. Non loin du quai rudimentaire se trouvait une petite maison de briques. À la deuxième fenêtre était pendue une pancarte en bois. Mordecai Smith était imprimé en grosses lettres. En dessous, bateaux à louer à l'heure ou à la journée. Une deuxième pancarte au-dessus de la porte nous informa que la maison possédait également une chaloupe à vapeur. Je remarquai en effet un gros tas de coke près de la jetée. Holmes inspecta les environs avec un regard désabusé. « Mauvais, mauvais, fit-il. Ces individus sont plus malins que je ne le pensais. Ils semblent avoir couvert leurs traces. J'ai peur qu'ils n'aient obéi à un plan soigneusement concerté d'avance. » Il s'approchait de la maison lorsque la porte s'ouvrit. Un petit gamin frisé, d'environ 6 ans, sortit en courant, suivi d'une vigoureuse femme au visage coloré, tenant une grande éponge. « Jack, reviens ici te faire laver !» cria-t-elle. « Reviens ici, petit diable ! Si ton père revient à la maison et te trouve dans cet état, il nous en fera entendre de belles. » « Quel beau petit garçon !» s'écria Holmes pour établir des positions stratégiques. « A-t-on idée d'avoir des joues aussi roses ? Dis-moi, Jack, y a-t-il quelque chose que tu aimerais avoir ?» Le marmot réfléchit un moment. « J'aimerais bien avoir un shilling, » répondit-il. « Rien d'autre que tu aimerais mieux ? » « Je préférerais 2 shillings, » répondit le jeune prodige après un instant de réflexion. « Eh bien, les voilà. Attrape. C'est du vif argent que vous avez là, Madame Smith. »« Dieu vous protège, monsieur. Il est même plus que cela. Il me donne bien du mal parfois, surtout quand mon homme s'en va pendant plusieurs jours. »« Il est donc parti ?» dit Holmes d'une voix déçue. « J'en suis désolé, car je voulais lui parler. »« Il est parti depuis hier matin, mon bon monsieur, et pour dire vrai, je commence à m'inquiéter. Mais si c'est au sujet d'un bateau, monsieur, peut-être pourrais-je vous aider ? » « Je voudrais louer sa chaloupe à vapeur. »« Ah, mon pauvre monsieur, c'est justement dans la chaloupe qu'il est parti. C'est bien ce qui m'étonne, car elle a tout juste assez de charbon pour aller à Woolwich et revenir. S'il était parti dans la péniche, je n'y penserais même pas. Son travail l'entraîne souvent jusqu'à Gravesend, et quand il y a de quoi faire là-bas, il lui arrive de rester. Mais à quoi peut servir une chaloupe à vapeur sans charbon ? Il a pu en acheter à l'un des quais en descendant le fleuve. Peut-être bien, monsieur, mais ce n'est pas son habitude. Combien de fois l'ai-je entendu pester contre les prix qu'il demande pour quelques sacs ?
D'ailleurs, je n'aime pas cet homme à la jambe de bois avec son parler étranger. Il a une sale tête. Pourquoi vient-il toujours rôder par ici ? Un homme à la jambe de bois ? Demanda Holmes, d'une voix innocemment étonnée. Oui, monsieur, un type au visage tout brun qui en ressemble à un singe. Il est venu plus d'une fois voir mon homme. C'est lui qui l'a réveillé l'avant-dernière nuit. Ce qu'il y a de plus fort, c'est que mon homme savait qu'il viendrait, car il avait chargé la chaudière de la chaloupe. Je vous parlerai sans détour, monsieur. Je me fais du souci. Mais enfin, ma chère madame Smith, vous vous effrayez sans raison, dit Holmes en haussant les épaules. D'abord, comment vous est-il possible de dire que c'est bien l'homme à la jambe de bois qui est venu la nuit ? Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi affirmative. C'est sa voix, monsieur. Je connais sa voix. Elle est comme qui dirait rauque et voilée. Il a frappé à la fenêtre. Ça devait être vers les 3 heures du matin. Debout là-dedans, qu'il a dit. Il est temps d'aller relever la garde. Mon homme a réveillé Jim, c'est le fils aîné, et les voilà partis sans même me dire un mot. J'ai entendu le pilon de bois résonner sur les pierres. Et cet homme à la jambe de bois, il était seul ? Je ne pourrais dire pour sûr, monsieur, je n'ai entendu personne d'autre. Je regrette beaucoup, madame Smith. Je voulais une chaloupe à vapeur et j'avais entendu dire beaucoup de bien de la... Voyons, comment s'appelle-t-elle déjà ? L'Aurore, monsieur. Ah, n'est-ce pas cette vieille chaloupe verte, bordée d'une ligne jaune et très large d'assiettes ? Non, pas du tout. C'est l'un des bateaux les plus allongés qu'il y ait sur le fleuve, et elle vient d'être repeinte à neuf, tout en noir, avec 2 bandes rouges. Merci. J'espère que vous aurez bientôt des nouvelles de monsieur Smith. Je vais descendre le fleuve, et si je vois l'Aurore, je dirai au patron que vous êtes inquiète. Une cheminée noire, disiez-vous ? Non, monsieur. Noire, avec une bande blanche. Ah, bien entendu, ce sont les côtés qui sont noirs. Au revoir, madame Smith. Voici un batelier et sa barque, Watson. Demandons à traverser le fleuve. L'important avec les gens de cette espèce, continua Holmes, comme nous prenions place près du gouvernail de l'embarcation, c'est de ne jamais leur donner l'occasion de supposer que ce qu'ils vous racontent présente pour vous de l'importance. Autrement, ils se ferment instantanément comme une huître. Mais si, par contre, vous feignez de les écouter, pour ainsi dire, contre votre gré, vous avez des chances d'apprendre ce que vous désirez savoir. En tout cas, nous savons ce qu'il nous reste à faire, dis-je. Et quel serait votre plan ? Louer une chaloupe et descendre la rivière sur les traces de l'Aurore ? Mais, mon cher ami, ce serait une tâche colossale. L'embarcation a pu accoster à n'importe quelle jetée des 2 rives entre ici et Greenwich. Passé le pont, les points d'accostage forment un labyrinthe de plusieurs kilomètres. Il vous faudrait je ne sais combien de jours pour tout explorer seul. Faisons appel à la police, alors. Non, je me mettrai sans doute en rapport avec Athelney Jones, mais au dernier moment seulement. Ce n'est pas un méchant homme, et je ne voudrais rien faire qui puisse lui nuire professionnellement. Mais travailler seul m'amuse beaucoup plus, surtout maintenant que nous sommes si avancés. Peut-être pourrions-nous alors mettre une annonce demandant des renseignements aux gardiens des quais. De mal en pis, nos hommes sauraient alors que nous les talonnons, et ils quitteraient immédiatement le pays. Certes, ils partiront de toute façon, mais tant qu'ils se sentiront en parfaite sécurité, ils ne se presseront pas. L'énergie déployée par Jones, le détective, nous sera utile à ce sujet. Les quotidiens vont certainement présenter son point de vue et nos fuyards croiront que la police est sur une fausse piste. « Qu'allons-nous donc faire ?» demandai-je, comme nous touchions terre près de la prison de Millbank. « Nous allons prendre ce fiacre, rentrer à la maison, nous faire servir un petit déjeuner et nous coucher 1 heure. Il est fort probable que nous soyons sur pied toute la nuit prochaine. Arrêtez-vous au premier bureau de poste sur votre chemin, conducteur. Toby peut encore nous être utile. Nous allons le garder. » La voiture s'arrêta devant la poste de Great Peter Street et Holmes descendit envoyer un télégramme. « À qui croyez-vous que j'ai télégraphié ?» me demanda-t-il à son retour. « Je n'en ai pas la moindre idée. Vous souvenez-vous de la police spéciale de Baker Street ? J'avais fait un appel à eux dans l'affaire Jefferson Hope. » « Oui, eh bien ?
C'est exactement le problème type où leur aide peut nous être très précieuse. S'ils échouent, j'ai d'autres moyens. Mais je vais d'abord essayer celui-là. Mon télégramme s'adressait à notre petit lieutenant, le dénommé Wiggins. Je pense que lui et sa bande viendront nous rendre visite avant que nous ayons terminé notre petit déjeuner. Il devait être entre 8 et 9 heures, maintenant, et les événements de la nuit commençaient à peser lourd. J'étais courbatue et las, mon esprit s'embrouillait, je n'avais pas, pour me soutenir, l'enthousiasme professionnel de mon compagnon, et il m'était impossible d'ailleurs de considérer abstraitement l'affaire comme un simple problème intellectuel. En ce qui concernait Bartholomew, j'avais entendu dire peu de bien sur lui, et ses meurtriers ne m'inspiraient pas une trop violente aversion. Mais pour le trésor, c'était une autre histoire. Il appartenait de droit, en tout ou en partie, à mademoiselle Morstan. Tant qu'il resterait une chance de le recouvrer, je serais prêt à y consacrer ma vie. Pourtant, notre réussite placerait probablement la jeune fille hors de ma portée pour toujours. Mais mon amour aurait été bien égoïste et mesquin s'il s'était laissé influencer par une telle pensée. Holmes pouvait travailler à la capture des criminels. J'avais, quant à moi, une raison 10 fois plus forte de recouvrer le trésor. Un bain à Baker Street, suivi d'un complet changement de linge, me rafraîchit magnifiquement. Lorsque j'ai descendu de ma chambre, je trouvai le petit déjeuner servi et Holmes en train de verser le café. « On parle du meurtre » dit-il en désignant un journal ouvert. « Un journaliste doué d'ubiquité et l'énergique Jones ont arrangé l'affaire entre eux. Mais vous devez en avoir assez de cette histoire. Mangez d'abord vos œufs au jambon. » Je m'emparai du journal et lus le court article qui s'intitulait « Une mystérieuse affaire à Upper Norwood ». Hier soir, vers minuit, était-il écrit dans le Standard, Monsieur Bartholomew Sholto de Pondicherry Lodge, Upper Norwood, a été trouvé mort dans sa chambre. Les circonstances démontraient un acte criminel. Pour autant que nous le sachions, aucune trace de violence ne fut relevée sur la victime. Mais une précieuse collection héritée de son père avait disparu. Le crime fut découvert par M. Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui s'étaient rendus dans la maison en compagnie de M. Thaddeus Sholto, frère du décédé. Une chance singulière a voulu que M. Athelney Jones, le détective bien connu de Scotland Yard, se trouvât justement au commissariat de police de Norwood. Il fut ainsi sur les lieux moins d'une demi-heure après que l'alerte eut été donnée. Son expérience et son talent se tournèrent aussitôt vers la recherche des criminels. L'heureuse conséquence en fut l'arrestation du frère de la victime, Thaddeus Sholto, de la femme de charge, Mrs. Bairstone, du maître d'hôtel hindou, un dénommé Lal Rao, et du portier, Mac Murdo. Il est en effet certain que le ou les voleurs connaissaient bien la maison. Les connaissances techniques réputées de M. Jones, s'alliant à ses dons non moins célèbres d'observation, lui ont permis de prouver irréfutablement que les bandits n'avaient pu pénétrer ni par la porte ni par la fenêtre. Grimpant sur le toit du bâtiment, ils se sont introduits par une tabatière dans une pièce s'ouvrant sur la chambre où fut trouvé le corps. L'hypothèse d'un simple cambriolage par des étrangers se trouve ainsi définitivement écartée. L'action prompte et énergique des représentants de la loi montre qu'en de telles circonstances, il y a grand avantage à ce que l'enquête soit menée par un seul esprit, vigoureux et maître de ses moyens. Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'un tel résultat offre un argument de poids à ceux qui désireraient voir une décentralisation de nos forces de détectives. Ceux-ci se trouveraient alors en contact plus étroit et plus effectif avec les affaires sur lesquelles ils doivent enquêter. « N'est-ce pas superbe ?» dit Holmes en souriant, au-dessus de sa tasse de café. « Qu'en pensez-vous » ? « Je pense que nous avons nous-mêmes frôlé l'arrestation. »« C'est mon avis. Je n'oserais répondre de notre liberté s'il est repris tout à coup par une autre crise d'énergie. » À cet instant précis, un coup de sonnette prolongé résonna dans toute la maison. Nous entendîmes Madame Hudson, notre logeuse, pousser des lamentations et de véhémentes imprécations. « Bonté divine !» m'écriai-je en me soulevant de mon siège. « Je crois, Holmes, qu'ils viennent vraiment nous arrêter. » « Non, ce n'est pas aussi terrible que cela. Je reconnais ma police auxiliaire, les francs-tireurs de Baker Street. » De fait, des cris aigus et une galopade de pieds nus retentirent dans l'escalier, et une douzaine de petits voyous, sales et déguenillés, firent irruption dans la pièce. Je reconnais que, malgré l'invasion bruyante, ils firent preuve de discipline. Ils se mirent immédiatement en rang et leurs frimouses éveillées nous firent face.
Après quoi, l'un d'entre eux s'avança avec une supériorité nonchalante, fort drôle chez ce jeune garçon aussi peu engageant qu'un épouvantail. « Bien reçu votre message, monsieur, dit-il. Je vous les amène au complet. Cela fait 3 shillings et 6 pence de frais de transport. » Les voilà, dit Holmes en sortant de la monnaie. À l'avenir, ils vous feront leur rapport et vous me les transmettrez. Il ne faut plus que la maison soit envahie. Cependant, j'aime autant que vous entendiez tous mes instructions. Je veux découvrir où se trouve une chaloupe à vapeur s'appelant l'Aurore. Le nom du patron est Mordecai Smith. Le bateau a dû descendre le fleuve et s'arrêter quelque part. Il est noir, bordé de 2 lignes rouges. Sa cheminée, noire également, a une bande blanche. Il faut que l'un de vous se poste à l'embarcadère de Mordecai Smith en face de Millbank pour voir si le bateau revient. Les autres doivent se partager les 2 rives et chacun explorer soigneusement sa portion. Prévenez-moi dès que vous aurez des nouvelles. Est-ce que tout est compris ? Oui, mon colonel, dit Wiggins. Ce sera le même tarif que d'habitude, plus une guinée à celui qui trouvera le bateau. Voici un jour d'avance. Et maintenant, au travail. Il remit 1 shilling à chacun, puis les garçons dévalèrent l'escalier. Un instant plus tard, je les aperçus filant dans la rue. « Si la chaloupe est au-dessus de l'eau, ils la trouveront, » dit Holmes en se levant de table. Il alluma sa pipe. « Ils peuvent aller partout, tout voir et tout entendre. Je compte qu'ils la découvriront avant ce soir. En attendant, nous ne pouvons rien faire. Il faut, pour reprendre la piste, retrouver l'Aurore ou M. Mordecai Smith. Je suis sûr que Toby va se régaler de nos restes. Allez-vous vous coucher, Holmes ? Non, je ne suis pas fatigué. J'ai une curieuse constitution. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatigué par le travail. En revanche, l'oisiveté m'épuise complètement. Je m'en vais fumer et réfléchir à cette étrange affaire que nous amena à une cliente charmante. Si jamais tâche fut facile, la nôtre doit l'être. Les hommes à la jambe de bois ne sont pas légion. Quant à l'autre, je pense qu'il est absolument unique en son genre. Encore cet autre homme ? Je ne tiens pas spécialement à jouer au mystérieux, Watson. Cependant, vous devez bien vous être fait votre petite opinion, non ? Considérez les données. Des petits pieds nus, dont les doigts ne furent jamais compressés par des chaussures, une massue en pierre, une grande agilité, des fléchettes empoisonnées. « Un sauvage !» m'exclamai-je. « Peut-être l'un de ces hindous avec lesquels Jonathan Small était associé ?»« C'est fort douteux, » dit-il. « J'ai envisagé cette explication quand j'ai vu les armes étranges, mais les empreintes singulières des pieds m'ont fait reconsidérer la question. Certains habitants des Indes sont en effet petits, mais aucun n'aurait pu laisser de telles marques. L'hindou a des pieds longs et minces. Le mahométan n'a que le pouce nettement séparé des autres doigts, car il porte des sandales avec une lanière qui passe entre le pouce et les orteils. De plus, ces fléchettes ne peuvent se lancer que d'une seule manière, avec une sarbacane. D'où, alors, peut venir notre sauvage ? De l'Amérique du Sud, hasardai-je. Il leva les bras vers l'étagère et en tira un gros volume. Voici le premier tome d'une encyclopédie en cours de publication. On peut la considérer comme la plus moderne. Qu'est-ce que je lis ? Les îles Andaman sont situées à 570 km au nord de Sumatra, dans la baie du Bengale. Qu'est-ce que tout ceci ? Voyons. Climat humide, récifs de corail, requins, Port Blair, pénitencier, l'île Rutland, plantation de cotonniers. Ah, nous y voici. Les indigènes des îles Andaman pourraient prétendre au titre de la race la plus petite sur la Terre, bien que certains anthropologues le réservent aux Bushmen d'Afrique, aux Diggers d'Amérique et aux habitants de la Terre de Feu. Leur taille moyenne ne dépasse pas 1,30 m, mais de nombreux adultes normalement constitués sont beaucoup plus petits. Cette race est farouche et intraitable. Cependant, lorsqu'on parvient à gagner l'amitié de l'un d'eux, il est capable du plus grand dévouement. Souvenez-vous de cela, Watson. Maintenant, écoutez la suite. Ils sont d'une apparence hideuse. La tête est volumineuse et déformée, les yeux sont petits, les traits sont déformés, les pieds et les mains d'une petitesse remarquable. Ils sont si farouches et si intraitables que les autorités britanniques ont échoué dans tous leurs efforts pour gagner leur confiance. Ils ont toujours été la terreur des naufragés qu'ils massacrent à l'aide de leurs massues de pierre ou de leurs flèches empoisonnées.
Ces tueries se terminent invariablement par un festin cannibale. Voilà un peuple amical et paisible, Watson. Si notre sauvage avait été laissé libre d'agir à sa guise, cette affaire aurait pu prendre une tournure encore plus macabre. J'imagine, pourtant, que même à présent, Jonathan Small payerait cher pour ne l'avoir pas utilisé. Mais comment s'est-il procuré un pareil complice ? Ah, je ne saurais vous en dire davantage. Cependant, nous avons déjà déterminé que Small avait séjourné aux Andaman. Il n'y a donc rien de très étonnant à ce qu'il ait pour compagnon un indigène. Nous apprendrons tout cela en temps voulu. Je n'en doute pas. Allons, étendez-vous là sur le canapé, et voyons si je puis vous endormir. Il prit son violon, et il commença de jouer tandis que je m'allongeais. C'était un air rêveur et mélodieux, de sa propre composition certainement, car il savait improviser avec beaucoup de talent. Je me souviens vaguement de ses bras maigres, de son visage attentif et du va-et-vient de l'archet. Puis il me sembla que je m'éloignais paisiblement, flottant sur une douce mer de sons, pour ensuite atteindre le royaume des rêves, où le joli visage de Mary Morstan se penchait vers moi. Chapitre 9. La chaîne se rompt. L'après-midi était fort avancé quand je me réveillai reposé. Sherlock Holmes était toujours assis, exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'il avait mis son violon de côté et qu'il était plongé dans un livre. Au mouvement que je fis, il me regarda et je constatai que son visage était sombre et ennuyé. « Vous avez dormi profondément, dit-il. J'ai eu peur que notre conversation ne vous éveillât. »« Je n'ai rien entendu. Avez-vous donc des nouvelles fraîches ?»« Je n'ai rien appris, malheureusement. J'avoue que je suis surpris et déçu. Je m'attendais à quelque chose de bien défini à cette heure-ci. Wiggins vient de me faire son rapport. Il dit qu'on n'a pu trouver aucune trace de la chaloupe. C'est un contretemps ennuyeux, car chaque heure est importante. Puis-je faire quelque chose ? Je suis tout à fait reposé à présent, et tout prêt pour une autre sortie nocturne. Non, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons qu'attendre. Si nous y allons, un message peut venir en notre absence et provoquer un retard. Vous pouvez faire ce qu'il vous plaira, mais je dois rester de garde. Alors, j'irai jusqu'à Camberwell rendre visite à Madame Forester. Elle m'en a prié hier. « À Madame Cécile Forester ?» interrogea-t-il avec un sourire malicieux dans les yeux. « Eh bien, à Mademoiselle Morstan aussi, bien sûr. Elles étaient anxieuses de savoir ce qui arriverait. Ne leur en dites pas trop. On ne saurait faire entièrement confiance aux femmes, pas même aux meilleures d'entre elles. » Je ne m'arrêtais pas à discuter cette appréciation affligeante. « Je reviendrai dans 1 heure ou 2. Ça va, bonne chance. Mais, dites-moi, puisque vous passez de l'autre côté du fleuve, vous pouvez aussi bien reconduire Toby, car, à mon avis, il n'est pas probable que nous en ayons encore besoin. » Je pris donc le chien, et je le laissai chez le vieux naturaliste de Pinchin Lane, en même temps qu'un demi-souverain. À Camberwell, je trouvai Mademoiselle Morstan un peu fatiguée par ses aventures de la nuit, mais très anxieuse d'entendre les nouvelles. Madame Forester aussi était pleine de curiosité. Je leur racontais tout ce que nous avions fait, en omettant toutefois les parties les plus terribles de la tragédie. Ainsi, après avoir parlé de la mort de M. Sholto, je ne dis rien de la manière exacte dont il avait été tué. En dépit de toutes mes omissions, pourtant, mon compte-rendu comportait assez d'éléments pour les faire frémir. « C'est une histoire romanesque !» s'écria Madame Forester. « Une dame qu'on a lésée, un trésor d'1 demi-million de livres, un cannibale noir et un bandit à jambes de bois. Ces derniers remplacent le conventionnel dragon et le méchant baron. »« Et les 2 chevaliers errants viennent à mon secours, » ajouta Mademoiselle Morstan en me jetant un regard plein de feu. « Eh bien, Marie, votre fortune dépend maintenant de l'issue de ces recherches. Il me semble que vous n'en soyez pas surexcitée. Imaginez ce que ce doit être d'être si riche et d'avoir le monde à ses pieds. » De remarquer qu'à cette perspective, Mademoiselle Morstan ne manifestait aucun enthousiasme, fit courir dans mes veines un petit frisson de joie. Au contraire, elle agita la tête fièrement, comme si elle ne prenait que peu d'intérêt à tout cela. « C'est pour monsieur Thaddeus Sholto, dit-elle, que je suis inquiète. Rien d'autre n'a d'importance. Mais je crois que d'un bout à l'autre, sa conduite a été tout à fait bienveillante et très honorable. C'est notre devoir de le laver de cette terrible accusation sans fondement. »
Le soir était venu quand je quittais Camberwell, et il faisait tout à fait nuit quand je rentrais à la maison. Le livre et la pipe de mon compagnon étaient près de sa chaise, mais lui-même avait disparu. Je regardais çà et là dans l'espoir de trouver un billet, mais il n'y en avait pas. « Je suppose que M. Sherlock Holmes est sorti ?» dis-je à Madame Hudson quand elle monta pour abaisser les stores. « Non, monsieur, il est allé dans sa chambre. Savez-vous, monsieur, elle baissait la voix et ce n'était plus qu'un murmure impressionnant, que j'ai peur pour sa santé. »« Comment cela, Madame Hudson ?»« Eh, il est si étrange, monsieur. Après que vous êtes parti, il a arpenté la pièce au point que j'étais fatiguée de l'entendre aller et venir. Puis, je l'ai entendu qui parlait tout seul, qui marmonnait, et chaque fois qu'on sonnait, il venait sur le palier et criait « Qu'est-ce que c'est, Madame Hudson ?» Après, il a claqué sa porte, mais je peux l'entendre aller et venir dans sa chambre, comme tout à l'heure. Je me suis risquée à lui toucher 2 mots d'une potion calmante, mais il s'est retourné sur moi avec un air tel que je ne sais pas comment je suis sortie de la chambre. Je ne pense pas, Madame Hudson, que vous ayez aucune raison d'être inquiète. Je l'ai déjà vu comme cela. Il a quelque chose qui le tracasse et qui l'agite. Je tentais d'en parler à la légère à la digne Madame Hudson. Je me sentis moi-même un peu inquiet quand, toute la longue nuit, j'entendis encore le bruit de ses pas et que je devinais à quel point son esprit ardent s'irritait de cette inaction involontaire. À l'heure du déjeuner, il avait l'air usé, hagard, avec une petite rougeur de fièvre aux joues. « Vous vous éreintez, mon vieux, lui dis-je. Je vous ai entendu marcher toute la nuit. »« Non, je ne pouvais pas dormir. Ce problème infernal me dévore. C'est trop fort d'être coincé par un obstacle aussi insignifiant, quand tout le reste a été débrouillé. Je connais les hommes, la chaloupe, tout ce qui est important, et pourtant, je n'ai pas de nouvelles. J'ai mis d'autres agences à l'œuvre, et j'ai employé tous les moyens dont je dispose. La rivière a été entièrement fouillée, des 2 côtés, mais on n'a rien obtenu et Madame Smith n'a pas entendu parler de son mari. J'en arriverai bientôt à la conclusion qu'ils ont camouflé la chaloupe, mais il y a des objections à cela. Ou que Madame Smith nous a mis sur une fausse piste. Non, je crois qu'on peut écarter cette supposition. J'ai pris des renseignements. Il y a bien une chaloupe avec ses caractéristiques. Aurait-elle remonté la rivière ? J'ai considéré aussi cette possibilité, et il y a un groupe de chercheurs qui ira jusqu'à Richmond. Si rien de nouveau ne me parvient aujourd'hui, je partirai moi-même demain et je rechercherai les hommes plutôt que le bateau. Mais, à coup sûr, nous saurons quelque chose. Nous n'apprîmes rien, pourtant. Pas un mot ne vint, soit de Wiggins, soit des autres agences. Il y avait, dans la plupart des journaux, des articles sur la tragédie de Norwood. Ils paraissaient tous être plutôt hostiles au malheureux Thaddeus Sholto. Dans aucun, on ne trouvait de nouveaux détails, si ce n'est qu'une enquête judiciaire devait avoir lieu le lendemain. J'allai jusqu'à Camberwell dans la soirée pour informer ces dames de notre insuccès et, à mon retour, je trouvai Sherlock Holmes déprimé et assez morose. Il voulut à peine répondre à mes questions, et toute la soirée, il s'occupa d'une analyse chimique délicate qui impliquait le chauffage de nombreuses cornues et la distillation de vapeur, ce qui finit par répandre dans la pièce une odeur qui m'en chassa bel et bien. Jusqu'au petit matin, je pus entendre distinctement le tintement de ses éprouvettes, qui m'annonçaient qu'il était toujours occupé à ses expériences malodorantes. « Je descends à la rivière, Watson, » me dit-il. « J'ai bien tourné et retourné ça dans ma tête, et je ne vois qu'un moyen d'en sortir. Ça vaut la peine d'essayer, en tout cas. Je peux sans doute aller avec vous ? Non. Vous pouvez m'être beaucoup plus utile si vous voulez bien rester ici pour me représenter. Je m'en vais à contre-cœur, car il y a de grandes chances pour qu'un message arrive dans la journée, quoique Wiggins fût déjà assez découragé hier soir. Je vous prie d'ouvrir toutes les lettres, tous les télégrammes, et d'agir suivant votre propre jugement si quelque nouvelle vous parvient. Puis-je compter sur vous ? Très certainement. J'ai peur que vous ne puissiez me télégraphier, car je peux difficilement vous dire où j'ai des chances d'être. Si je suis en veine pourtant, peut-être ne serai-je pas parti trop longtemps. D'une façon ou d'une autre, j'aurai des nouvelles avant de rentrer. » À l'heure du déjeuner, je n'avais rien appris le concernant. En ouvrant le Standard, cependant, je trouvai un prolongement à l'affaire.
En ce qui concerne la tragédie d'Upper Norwood, nous avons des raisons de croire que cette affaire promet d'être plus compliquée et plus mystérieuse qu'on ne le supposait d'abord. De nouveaux témoignages ont montré qu'il est tout à fait impossible que M. Thaddeus Sholto ait pu y être impliqué d'une façon quelconque. Lui et la gouvernante, Mme Bernstone, ont été tous deux remis en liberté hier soir. On croit toutefois que la police est sur la piste des vrais coupables. Piste suivie par M. Athelney Jones de Scotland Yard avec toute l'énergie et la sagacité qu'on lui connaît. On doit s'attendre à tout moment à d'autres arrestations. C'est assez satisfaisant jusqu'ici, pensai-je. L'ami Sholto s'en tire, en tout cas. Je me demande ce que peut être la nouvelle piste, bien que cela semble une formule stéréotypée toutes les fois que la police a fait une gaffe. Je jetai le journal sur la table quand mon regard tomba sur une annonce dans la petite correspondance. Perdu, attendu que Mordecai Smith, batelier, et son fils Jim ont quitté le quai de Smith vers 3 heures du matin, mardi dernier, dans la chaloupe à vapeur l'Aurore, noire avec 2 bandes rouges, cheminée noire à bandes blanches, on payera la somme de 5 livres à quiconque pourra donner des renseignements à Madame Smith, au quai de Smith ou à 221 Baker Street, concernant les déplacements dudit Mordecai Smith et l'endroit où se trouve la chaloupe Aurore. C'était là clairement ce qui se rapportait au travail de Sherlock. L'adresse de Baker Street le prouvait assez. Cela me parut plutôt ingénieux, car les fugitifs pouvaient lire cette annonce sans y voir autre chose que l'anxiété d'une femme pour son mari disparu. Ce fut une longue journée. Chaque fois que l'on frappait à la porte de la maison, chaque fois que j'entendais monter l'escalier, je m'imaginais que c'était ou bien Holmes qui rentrait, ou une réponse à son annonce. Je tentais de lire, mais mes pensées vagabondes s'échappaient vers notre étrange enquête, vers ces 2 canailles mal assortis que nous poursuivions. Y avait-il, me demandai-je, quelque faille radicale dans le raisonnement de mon compagnon ? Ne souffrait-il pas de quelque énorme erreur par sa propre faute ? N'était-il pas possible que son esprit subtil et spéculatif eût bâti cette théorie fantastique sur de fausses prémices ? Je ne l'avais jamais vu avoir tort, et pourtant le logicien le plus pénétrant peut parfois se tromper. Il était vraisemblable, pensai-je, qu'il tombât dans l'erreur par un raffinement exagéré de sa logique, préférant une explication subtile et bizarre, alors qu'une autre plus simple, plus terre-à-terre, s'offrait à lui. D'autre part, j'avais vu moi-même l'évidence des preuves et observé sa méthode déductive. Quand je me rappelais la longue chaîne de circonstances curieuses, plusieurs d'entre elles, banales en elles-mêmes, mais tendant toutes dans la même direction, je ne pouvais me dissimuler à moi-même que si l'explication de Holmes était erronée, la vraie solution devait être également étonnante, voire extraordinaire. À 3 heures de l'après-midi, la sonnette retentit bruyamment. J'entendis dans le vestibule une voix autoritaire et, à ma grande surprise, je découvris M. Athelney Jones qui se présenta à moi. Il ne ressemblait guère, pourtant, au professeur de sens commun, brusque et supérieur, qui avait pris en charge l'affaire d'Upper Norwood. Il arborait un air abattu, montrait une affabilité inhabituelle, et l'on eût dit qu'il s'excusait. « Bonjour, monsieur. Monsieur Sherlock Holmes est sorti, je crois. Oui, et je ne suis pas sûr de l'heure à laquelle il reviendra. Mais peut-être désirez-vous l'attendre ? Prenez cette chaise et goûtez un de ces cigares. Je vous remercie. J'ai le temps. » Il s'essuyait le visage avec un grand mouchoir de poche. « Un whisky ? Merci, juste un demi-verre. Il fait très chaud pour la saison, et pas mal de choses m'ont ennuyé et fatigué. Vous connaissez ma théorie concernant l'affaire de Norwood. Je me souviens que vous en avez exposé une. J'ai dû la réviser. J'avais étroitement resserré mon filet autour de M. Sholto, et ne voilà-t-il pas qu'il passe par un trou au beau milieu. Depuis le moment où il a quitté son frère, il y a des gens qui l'ont vu à plusieurs reprises. Ce n'est donc pas lui qui a pu monter sur le toit et passer par la trappe. C'est une affaire très obscure, et mon renom professionnel est en jeu. Je serais très heureux d'être un peu aidé. Nous avons tous besoin d'aide, parfois. Votre ami, M. Sherlock Holmes, est un homme étonnant, continua-t-il d'un ton bas et confidentiel. C'est un homme qu'on ne peut battre. J'ai vu cet homme, jeune encore, étudier bien des affaires, mais je n'en connais pas une sur laquelle il n'ait pu jeter quelque lumière. Il est peu conformiste dans ses méthodes, un peu prompt à sauter sur des théories, mais, somme toute, je crois qu'il aurait fait un officier de police plein d'avenir, et je ne me cache pas pour le dire.
J'ai reçu ce matin un télégramme de lui qui me donne à comprendre qu'il tient une piste dans l'affaire Sholto. Le voici. » Il tira le télégramme de sa poche et me le passa. Il était daté de Poplar à midi et disait « Allez tout de suite à Baker Street. Si je ne suis pas encore rentré, attendez-moi. Je suis sur les talons de la bande Sholto. Vous pourrez venir avec nous ce soir, si cela vous plaît, pour assister au dénouement. » Voilà qui promet. Il a évidemment retrouvé la piste, dis-je. Ah, il a donc été en défaut lui aussi, s'écria Jones, manifestement satisfait. Même les meilleurs d'entre nous se perdent quelquefois. Naturellement, ça peut être encore une fausse alerte. Mais c'est mon devoir en tant qu'officier de police de ne laisser échapper aucune chance. Mais quelqu'un vient. C'est peut-être lui. On entendait un pas lourd dans l'escalier, une respiration bruyante, sifflante, celle d'un individu qui avait bien de la peine à souffler. Une fois ou deux, il s'arrêta comme si la montée était trop dure pour lui, mais à la fin, il arriva à notre porte et entra. Son aspect correspondait au bruit que nous avions entendu. C'était un homme âgé, vêtu comme un matelot d'une vieille jaquette boutonnée jusqu'au cou. Le dos était voûté, les genoux vacillants, la respiration était pénible et asthmatique. Tandis qu'il s'appuyait sur un gros gourdin en chêne, ses épaules se levaient dans l'effort qu'il faisait pour aspirer l'air dans ses poumons. Il avait un gros cache-nez de couleur autour du cou, et je ne voyais guère de son visage qu'une paire d'yeux noirs et vifs, qu'ombrageaient des sourcils blancs et touffus. Il portait aussi de longs favoris gris. Dans l'ensemble, il me donnait l'impression d'un respectable maître marinier, écrasé par les ans et la pauvreté. « Qu'est-ce que c'est, mon brave ?» Il jeta un regard circulaire dans la chambre, à la façon méthodique des vieillards. « Monsieur Sherlock Holmes est-il ici ?»« Non, mais je le remplace. Vous pouvez me confier tout message que vous auriez pour lui. » C'était à lui-même que je voulais le dire. Mais je vous répète que je le remplace. Était-ce à propos du bateau de Mordecai Smith ? Oui, je sais bien où il est, et je sais où sont les hommes qu'il cherche. Et je sais où est le trésor, je sais tout. Alors, dites-le-moi, et je lui transmettrai. C'est à lui que je voulais le dire, répéta-t-il, obstiné. Alors, il vous faut l'attendre. Non, je ne vais pas perdre une journée pour faire plaisir à quelqu'un. Si M. Holmes n'est pas ici, alors il devra trouver ça tout seul. Et puis, je n'aime pas votre air à tous les deux, et je ne veux pas dire un mot. Et, traînant les pieds, il se dirigea vers la porte. Mais Jones se plaça en face de lui. « Attendez un peu, mon ami. Vous avez des renseignements importants, et vous ne vous en irez pas. Nous vous garderons, bon gré, mal gré, jusqu'à ce que notre ami revienne. » Le vieillard s'avança rapidement vers la porte. Mais quand Jones y appuya son large dos, il reconnut l'inutilité de toute résistance. « Jolie façon de traiter les gens !» cria-t-il en tapant son bâton sur le plancher. « Je viens ici pour voir un gentleman, et vous deux que je n'ai jamais vus de ma vie, vous me saisissez et vous me traitez comme ça. »« Vous ne vous en porterez pas plus mal, dis-je. Nous vous payerons votre journée perdue. Asseyez-vous là, sur le canapé. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. » L'air grognon, il revint et s'assit, la tête reposant sur ses mains. Jones et moi, nous reprîmes nos cigares et notre conversation. Soudain, la voix d'Holmes éclata. « Tout de même, vous pourriez bien m'offrir un cigare ?» Nous sursautâmes sur nos chaises. Holmes était assis près de nous, avec un air de doux amusement. « Holmes !» m'écriai-je. « Vous ici ? Mais où est le vieillard ?»« Le voici, » dit-il, tenant en main un tas de cheveux blancs. « Tout y est. Perruque, favoris, sourcils. » Je pensais que mon déguisement n'était pas mauvais, mais je doutais qu'il supporte brillamment cette épreuve. « Ah, coquin !» s'écria Jones, enchanté. « Vous auriez fait un acteur, et un rare. Vous avez bien la tour rauque des vieux de l'asile, et ces jambes flageolantes qui vous portaient valent bien 10 livres par semaine. Tout de même, je croyais bien reconnaître l'éclat de vos yeux. Vous ne vous avez pas lâché si facilement que ça, hein ? J'ai travaillé toute la journée sous ce déguisement. Il y a, vous le savez, beaucoup de gens dans le milieu des criminels qui commencent à me connaître, surtout depuis que notre ami, ici présent, s'est mis à publier quelques-unes de mes affaires. Aussi, je ne peux partir sur le sentier de la guerre que sous quelques simples accoutrements comme celui-ci. Vous avez eu mon télégramme ? Oui, c'est ce qui m'a amené ici. Et comment votre affaire a-t-elle marché ? Il n'en est rien sorti.
J'ai dû relâcher 2 de mes prisonniers. Il n'y a aucune preuve contre les 2 autres. Ne vous en faites pas. Nous vous en donnerons 2 autres à leur place. Mais vous devrez suivre mes instructions. Je vous cède volontiers tout l'honneur officiel du succès, mais vous devrez agir suivant mes directives. Est-ce convenu ? Absolument, si vous voulez m'aider à prendre les coupables. Eh bien, il faudra donc tout d'abord qu'un bateau de la police, rapide, une chaloupe à vapeur, se trouve aux escaliers de Westminster à 7 heures ce soir. C'est facile à arranger. Il y en a toujours une par là, mais je pourrai traverser la rue et téléphoner pour en être sûr. Puis, il me faudra 2 hommes vigoureux, en cas de résistance. Il y en aura 2 ou 3 dans le bateau. Quoi d'autre ? Quand nous capturerons les hommes, j'aurai le trésor. Je crois que ce serait un plaisir pour mon ami ici présent d'apporter cette boîte à la jeune dame à qui revient légalement la moitié du contenu, afin qu'elle soit la première à l'ouvrir. Hein, Watson ? Ce serait pour moi un grand plaisir. C'est une façon de procéder assez irrégulière, dit Jones en branlant la tête. Toutefois, comme rien n'est régulier dans cette affaire, je suppose que nous devrons fermer les yeux. Le trésor, plus tard, sera remis aux autorités jusqu'à la conclusion de l'enquête officielle. Certainement. Un autre point, j'aimerais fort avoir quelques détails sur cette affaire de la bouche même de Jonathan Small. Vous savez que je tiens à connaître à fond les détails de mes enquêtes. Y aurait-il une objection à ce que j'aie avec lui une entrevue non officielle, soit ici, dans mon appartement, soit n'importe où, pourvu qu'il soit surveillé de façon efficace ? Vous êtes maître de la situation. Je n'ai pas eu de preuve encore de l'existence de ce Jonathan Small. Toutefois, si vous le prenez, je ne vois pas comment je pourrais vous refuser une entrevue avec lui. C'est donc entendu. Parfaitement. Quelque chose d'autre encore ? Seulement ceci. J'insiste pour que vous dîniez avec nous. Ce sera prêt dans une demi-heure. J'ai des huîtres et une paire de grouses avec un bon petit choix de vin blanc. Watson, vous n'avez encore jamais reconnu mes mérites de maître de maison. Chapitre 10. La fin de l'insulaire. Ce fut un joyeux dîner. Holmes, quand il le voulait, était un très brillant causeur. Ce soir-là, il le voulut. Il semblait être dans un état d'exaltation nerveuse et il se montra étincelant. Passant rapidement d'un sujet à l'autre, mystère du Moyen-Âge, violon de Stradivarius, bouddhisme à Ceylan, navire de guerre de l'avenir, poterie médiévale, il traitait chacun d'eux comme s'il en eût fait une étude approfondie. Sa belle humeur contrastait avec la sombre dépression des 2 derniers jours. Athelney Jones s'avéra d'un commerce agréable pendant ses heures de détente, et c'est en bon vivant qu'il prit part au repas. Quant à moi, j'étais soulagé à la pensée que nous approchions de la fin de l'affaire, et je me laissai aller à la joie communicative de Holmes. Nul d'entre nous ne parla durant le repas du drame qui nous avait réunis. Lorsque la table fut desservie, Holmes jeta un coup d'œil sur sa montre et remplit 3 verres de Porto. « Une tournée pour le succès de notre petite expédition, » ordonna-t-il. « Et maintenant, il est grand temps de partir. Avez-vous un pistolet, Watson ? J'ai mon vieux revolver d'ordonnance dans mon bureau. Vous feriez mieux de le prendre. Il faut tout prévoir. J'aperçois la voiture à notre porte. Je l'avais demandée pour 6h30. C'est un peu après 7 heures que nous atteignîmes l'embarcadère de Westminster. Holmes examina d'un œil critique la chaloupe qui nous attendait. « Y a-t-il quelque chose qui révèle son appartenance à la police ? » ?»« Oui, cette lumière verte sur le côté. »« Alors, il faudrait l'enlever. » Ce petit changement effectué, nous prîmes place dans le bateau et on lâcha les amarres. Jones, Holmes et moi étions installés à la poupe. Il y avait un homme à la barre, un autre aux machines et 2 solides inspecteurs à l'avant. « Où allons-nous » demanda Jones. « Vers la tour. Dites-leur de s'arrêter en face des chantiers Jacobson. » Notre bateau était de toute évidence très rapide. Nous dépassâmes de longs trains de péniches chargés, aussi vite que si celles-ci étaient amarrées. Holmes eut un sourire de satisfaction en nous voyant rattraper une autre chaloupe et la laisser loin derrière nous. « Nous devrions pouvoir attraper n'importe qui sur ce fleuve, » dit-il. « C'est peut-être beaucoup dire, mais il n'y a pas beaucoup de chaloupes qui puissent nous distancer. Il nous faudra intercepter l'Aurore, qui a la réputation de filer comme une mouette. Je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé le bateau, Watson.
Vous souvenez-vous comme j'étais ennuyé d'être arrêté par une si petite difficulté ? Oui, je me suis complètement délassé l'esprit en me plongeant dans une analyse chimique. Un de nos plus grands hommes d'État a dit que le meilleur repos était un changement de travail. Et c'est exact. Lorsque je suis parvenu à dissoudre l'hydrocarbone sur lequel je travaillais, je revins au problème Sholto et passai à nouveau en revue toute la question. Mes garçons avaient fouillé sans résultat la rivière tant en amont qu'en aval. La chaloupe ne se trouvait à aucun embarcadère et n'était point retournée à son port d'attache. Il était improbable qu'elle eût été sabordée pour effacer toute trace. Je gardais cependant cette hypothèse à l'esprit en cas de besoin. Je savais que ce Small était un homme assez rusé, mais je ne le croyais pas capable de finesse. Je réfléchissais ensuite au fait qu'il devait se trouver à Londres depuis quelque temps. Nous en avions la preuve dans l'étroite surveillance qu'il exerçait sur Pondichéry Lodge. Il lui était, en ce cas, très difficile de partir sur le champ. Il avait besoin d'un peu de temps, ne serait-ce que d'une journée, pour régler ses affaires. C'était tout du moins dans le domaine des probabilités. Cela me semble assez arbitraire, dis-je. N'était-il pas plus probable qu'il eût tout arrangé avant d'entreprendre son coup ? Non, ce n'est pas mon avis. Sa tanière constituait une retraite trop précieuse pour qu'il eût songé à l'abandonner avant d'être sûr de pouvoir s'en passer. Et puis, il y a un autre aspect de la question. Jonathan a dû penser que le singulier aspect de son complice, difficilement dissimulable de quelque manière qu'on l'habille, pourrait exciter la curiosité et peut-être même provoquer dans quelques esprits un rapprochement avec la tragédie de Norwood. Il est bien assez intelligent pour y avoir pensé. Ils étaient sortis nuitamment de chez eux, et Small devait tenir à être de retour avant le jour. Or, il était 3 heures passées lorsqu'ils parvinrent au bateau. 1 heure plus tard, il ferait jour. Les gens commenceraient à circuler. J'en ai conclu, par voie de conséquence, qu'ils n'étaient pas allés très loin. Ils ont grassement payé Smith pour qu'il tienne sa langue et garde la chaloupe prête pour l'évasion finale. Et ils se sont hâtés avec le trésor vers leur logis. 2 ou 3 jours plus tard, après avoir étudié de quelle manière les journaux présentaient l'affaire et ayant ainsi vérifié si les soupçons s'orientaient de leur côté, ils s'en iraient en chaloupe, sous couvert de la nuit, vers quelque navire mouillé à Gravesend ou Downs. Ils avaient déjà certainement pris leur billet pour l'Amérique ou les colonies. Mais la chaloupe, ils ne pouvaient la prendre chez eux. D'accord. Je décidai donc que la chaloupe ne devait pas être loin, bien qu'elle fût invisible. Je me suis mis alors à la place de Small et j'ai considéré le problème sous son angle, à lui. Il se rendait probablement compte du danger qu'il y aurait à renvoyer la chaloupe à son port d'attache ou à la garder dans un embarcadère si la police venait à découvrir ses traces. Comment, alors, dissimuler le bateau et en même temps le maintenir à sa portée, prêt à être utilisé ? Comment ferais-je moi-même à sa place et dans des circonstances analogues ? Je cherchais et je ne trouvais qu'un seul moyen. Confier la chaloupe à un chantier de construction ou de réparation avec ordre d'effectuer une légère modification. L'embarcation se trouverait ainsi sous quelque hangar et donc parfaitement cachée. Et pourtant, elle pourrait être en quelques heures de nouveau à ma disposition. Voilà qui semble assez simple. Ce sont précisément les choses très simples qui ont le plus de chances de passer inaperçues. Je décidai donc de mettre cette idée à l'épreuve. Vêtu de ces inoffensifs vêtements de marin, je m'en fus aussitôt enquêter dans tous les chantiers en aval du fleuve. Résultat nul dans 15 d'entre eux. Mais au 16e, celui de Jacobson, j'appris que l'Aurore leur avait été confiée 2 jours auparavant par un homme à la jambe de bois qui se plaignait du gouvernail. Il n'avait absolument rien, ce gouvernail, me dit le contremaître. Tiens, la voilà, cette chaloupe, celle avec les filets rouges. À ce moment, qui apparut ? Mordecai Smith, le patron disparu. Il était complètement saoul. Je ne l'aurais évidemment pas reconnu s'il n'avait crié à tue-tête son nom et celui de son bateau. « Il me la faut pour 8 heures précises, entendez-vous ? J'ai 2 messieurs qui n'attendront pas. » Ils avaient dû le payer généreusement. Il débordait d'argent et distribua libéralement des shillings aux ouvriers. Je le pris en filature pendant quelque temps, mais il disparut dans un bistrot. Je revins alors au chantier et, rencontrant sur ma route un de mes éclaireurs, je le postai en sentinelle près de la chaloupe. Je lui dis de se tenir tout au bord de l'eau et d'agiter son mouchoir lorsqu'il les verrait partir. Placés comme nous le serons, il serait bien étrange que nous ne capturions pas tout notre monde et le trésor. Que ces hommes soient ou non les bons, vous avez tout préparé très soigneusement, dit Jones.
Mais si j'avais pris l'affaire en main, j'aurais établi un cordon de police autour du chantier de Jacobson et arrêté mes types dès leur venue. C'est-à-dire jamais, car Small est assez astucieux. Il enverra un éclaireur, et à la moindre alerte, il se tapira pendant une semaine. Mais vous auriez pu continuer à filer Mordecai Smith et découvrir leur retraite, objectai-je. Dans ce cas, j'aurais perdu ma journée. Je crois qu'il n'y a pas plus d'une chance sur 100 pour que Smith connaisse leur retraite. Pourquoi irait-il poser des questions, aussi longtemps qu'il est bien payé et qu'il peut boire? Ils lui font parvenir leurs instructions. Non, j'ai réfléchi à toutes les manières d'agir et celle-ci est la meilleure. Pendant cette conversation, nous avions franchi la longue série de ponts qui traversent la Tamise. Comme nous passions au cœur de la ville, les derniers rayons du soleil doraient la croix située au sommet de l'église Saint-Paul. Le crépuscule s'étendit avant notre arrivée à la tour. « Voici le chantier Jacobson », dit Holmes en désignant un enchevêtrement de mâts et de cordages du côté de Surrey. « Remontons et redescendons le fleuve à vitesse réduite. Croisons sous couvert de ce train de péniches. » Il sortit une paire de jumelles de sa poche et examina quelque temps la rive opposée. « J'aperçois ma sentinelle à son poste, » continua-t-il, « mais elle ne tient pas de mouchoir. »« Et si nous descendions un peu le fleuve et les attendions là ?» proposa Jones avec empressement. Nous étions tous impatients maintenant, même les policiers et les mécaniciens qui n'avaient pourtant qu'une très vague idée de ce qui nous attendait. « Nous n'avons pas le droit de prendre le moindre risque, » répondit Holmes. « Il y a 10 chances contre une pour qu'ils descendent le fleuve, évidemment, mais nous n'avons aucune certitude. D'où nous sommes, nous pouvons surveiller l'entrée des chantiers, alors qu'eux peuvent à peine nous distinguer. La nuit sera claire et nous aurons toute la lumière désirable. Il nous faut rester ici. Voyez-vous les gens, là-bas, grouillés sous les lampadaires? Ils sortent du chantier, la journée est finie. Ils ont l'air bien dégoûtants, et dire que chacun d'eux recèle en lui une petite étincelle d'immoralité. Allez voir, on ne le supposerait pas. Il n'y a pas de probabilité a priori. L'homme est une étrange énigme. Quelqu'un dit de l'homme qu'il est une âme cachée dans un animal, lui dis-je. Winwood Reade est intéressant sur ce sujet, dit Holmes. Il remarque que, tandis que l'individu pris isolément est un puzzle insoluble, il devient, au sein d'une masse, une certitude mathématique. Par exemple, vous ne pouvez jamais prédire ce que fera tel ou tel, mais vous pouvez prévoir comment se comportera un groupe. Les individus varient, mais la moyenne reste constante. Ainsi parle le statisticien. Mais est-ce que je ne vois pas un mouchoir? Voilà, il y a là-bas quelque chose de blanc qui bouge. Oui, c'est votre sentinelle, criai-je. Je la vois distinctement. Et voici l'aurore, s'exclama Holmes. Elle file comme le diable. En avant toutes, mécaniciens. Dirigez-vous vers cette chaloupe avec la lumière jaune. Nom d'un chien, je ne me pardonnerai jamais qu'elle fût plus rapide que nous. Elle s'était faufilée à travers l'entrée des chantiers, en passant derrière 2 ou 3 petites embarcations. Elle avait ainsi atteint sa pleine vitesse, ou presque, avant qu'on l'eût aperçue. À toute vapeur, elle descendait maintenant le fleuve en longeant d'assez près la rive. Jones la regarda et secoua la tête. « Elle va très vite, dit-il. Je doute que nous la rattrapions. »« Il faut la rattraper, cria Holmes. Bourrez les chaudières, mécaniciens. Faites-leur donner tout ce qu'elles peuvent. Il faut qu'on les ait, au risque de brûler le bateau. » Nous commencions d'accélérer l'allure, à notre tour. Les chaudières rugissaient, les puissantes machines sifflaient et vibraient comme un grand cœur métallique. La proue acérée coupait les eaux en rejetant de chaque côté 2 vagues mugissantes. À chaque pulsation des machines, la chaloupe bondissait en frémissant comme une chose vivante. À l'avant, notre grande lanterne jaune projetait un long rayon de lumière vacillante. Une tache sombre sur l'eau indiquait la position de l'aurore. Le bouillonnement de l'écume blanche derrière elle était révélatrice de son allure forcenée. Nous fonçâmes plus vite. Nous dépassions les péniches, les remorqueurs, les navires marchands. Nous nous glissions derrière celui-ci. Nous contournions celui-là. Des voix surgies de l'ombre nous interpellaient, mais l'aurore filait toujours, et toujours nous la poursuivions. « Allons, les hommes !»
Enfournez! Enfournez! Cria Holmes, regardant dans la chambre des machines en bas. Les chaudières rougeoyantes se réfléchissaient sur son visage impatient. Donnez toute la vapeur! Je crois que nous la rattrapons un peu, dit Jones, dont le regard ne quittait pas l'aurore. J'en suis sûr, dis-je, nous l'aurons rejointe d'ici quelques minutes. Juste à ce moment, un remorqueur tirant 3 péniches se mit entre nous, comme si un malin génie l'eût placé là tout exprès. Nous n'évitâmes la collision qu'en poussant à fond le gouvernail. Le temps de contourner le convoi et de remettre le cap sur les fugitifs, l'Aurore avait regagné 200 mètres. Elle restait bien en vue, cependant. La lumière incertaine et trouble du crépuscule cédait la place à une nuit claire et étoilée. Les chaudières donnaient à plein. L'énorme force qui nous propulsait faisait vibrer et grincer notre coque légère. Nous avions forcé à travers le Pool, dépassé les entrepôts West India, descendu le long de Deptford Reach et remonté à nouveau après avoir contourné l'île des Chiens. Jones prit l'Aurore dans le faisceau de son phare. Nous pûmes alors voir distinctement les silhouettes sur le pont. Un homme était assis à la poupe, tenant entre ses jambes un objet noir sur lequel il se penchait. À côté de lui reposait une masse sombre qui ressemblait à un Terre-Neuve. Le fils Smith tenait la barre, tandis que son père, dont la silhouette au torse nu se profilait contre le rougeoiement du brasier, enfournait de grandes pelletées de charbon à une cadence infernale. Peut-être avait-il eu des doutes au début quant à nos intentions, mais à nous voir imiter chacun de leurs tournants, chacun de leurs zigzags, il ne pouvait plus en conserver. À Greenwich, nous nous trouvions à environ 100 mètres derrière elle. À Blackwall, nous n'étions pas à plus de 80 mètres. J'ai, au cours de ma carrière mouvementée, chassé de nombreuses créatures en de nombreux pays, mais jamais le sport ne m'a causé l'excitation sauvage de cette folle chasse à l'homme au milieu de la Tamise. Régulièrement, mètre par mètre, nous nous rapprochions. Dans le silence de la nuit, nous pouvions entendre le halètement et le martèlement des machines. L'homme sur le pont était toujours accroupi. Il bougeait ses bras comme s'il était occupé à quelque besogne. De temps en temps, il mesurait du regard la distance qui nous séparait encore et qui diminuait implacablement. Jones les héla et leur cria de stopper. Nous n'étions plus qu'à 4 longueurs. Les 2 chaloupes filaient toujours à une vitesse prodigieuse. Devant nous, le fleuve s'étalait librement avec Barking Level sur un côté et les marais désolés de Plumstead de l'autre. À notre appel, l'homme sur le pont sauta sur ses pieds et nous montra les 2 poings, tout en jurant d'une voix rauque. Il était d'une bonne taille et puissamment bâti. Comme il nous faisait face, debout, les jambes légèrement écartées pour se maintenir en équilibre, je pus voir que depuis la cuisse, sa jambe droite n'était qu'un pilon de bois. Au son de ses cris rageurs, la masse sombre à côté de lui se mit à bouger. Il s'en dégagea un petit homme noir, le plus petit que j'aie jamais vu. Il avait la tête difforme et une énorme masse de cheveux ébouriffés. Holmes avait déjà sorti son revolver à la vue de cette créature monstrueuse, et je l'imitais. Le sauvage était enveloppé dans une sorte de cape sombre ou de couverture qui ne laissait à découvert que le visage, mais ce visage aurait suffi à empêcher un homme de dormir. Ses traits étaient profondément marqués par la cruauté et la bestialité. Ses petits yeux luisaient et brûlaient d'une sombre lumière. Ses lèvres épaisses se tordaient en un rictus abominable. Ses dents grinçaient et claquaient à notre intention avec une fureur presque animale. « Faites feu s'il lève la main !» dit Holmes doucement. Nous étions à moins d'une longueur maintenant, et près d'atteindre notre proie. Je revois encore les 2 hommes tels qu'ils se tenaient alors, à la lumière de notre lanterne. L'homme blanc, les jambes écartées, hurlant insultes et jurons, et ce gnome avec sa face hideuse et ses fortes dents jaunes qui faisaient mine de nous happer. C'était une chance que nous puissions le voir aussi distinctement, car sous nos yeux, il sortit de dessous sa couverture un court morceau de bois rond, ressemblant à une règle d'écolier, et le porta à ses lèvres. Nos revolvers claquèrent en même temps. Il tournoya, jeta les bras en l'air, et bomba de côté, dans le courant, avec une sorte de toux étranglé. J'aperçus un instant ses yeux menaçants parmi le blanc remous des eaux, mais au même moment, l'homme à la jambe de bois se jeta sur le gouvernail et le braqua à fond. La chaloupe pivota et fila droit sur la rive sud, tandis que nous la dépassions, frôlant sa poupe à moins d'1 mètre. Un instant plus tard, nous avions modifié notre course, mais déjà, ils avaient presque atteint le rivage. C'était un endroit sauvage et désolé. La lune brillait sur cette grande étendue marécageuse,
pleine de mares stagnantes et de végétation croupissante. Avec un heurt sourd, la chaloupe s'échoua sur la rive boueuse, proue en l'air, poupe dans l'eau. Le fugitif sauta du bateau, mais son pilon s'enfonça aussitôt dans le sol spongieux. Il se débattit, se tordit de 1000 manières. En vain. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer d'un pas. Hurlant de rage impuissante, il frappait frénétiquement la boue de son autre jambe. Mais ses efforts ne faisaient qu'enfoncer plus profondément le pilon. Lorsque notre chaloupe vint atterrir tout près de lui, il était si fermement ancré dans la vase que nous fûmes obligés de passer une corde autour de sa poitrine afin de le tirer et de le ramener à nous, comme un poisson. Les 2 Smith, père et fils, étaient assis, renfrognés, dans leur chaloupe, mais ils montèrent très docilement à notre bord lorsque Jones le leur commanda. Puis il fallut tirer l'Aurore, que nous prîmes en remorque. Un solide coffre de fer, de fabrication indienne, se tenait sur le pont. C'était évidemment celui qui avait contenu le trésor si funeste de Sholto. Il était d'un poids considérable, et nous le transportâmes avec précaution dans notre propre cabine. La serrure était dépourvue de clé. Remontant lentement la rivière, nous dirigeâmes notre projecteur tout alentour, mais sans voir la trace du petit monstre. Quelque part au fond de la Tamise, dans le limon, reposent les os de cet étrange touriste. « Regardez donc ici, » dit Holmes en désignant l'écoutille boisée. « C'est tout juste si nous avons été assez rapides avec nos revolvers. » Là, en effet, juste derrière l'endroit où nous nous étions tenus, était fichée l'une de ces fléchettes meurtrières que nous connaissions si bien. Elle avait dû passer entre nous à l'instant où nous avions fait feu. Holmes, suivant sa manière tranquille, sourit et se contenta de hausser les épaules. Mais quant à moi, j'avoue que j'eus le cœur retourné à la pensée de l'horrible mort qui nous avait frôlés cette nuit de si près.